Salut à tous et à toutes, jeudi 9 avril 2026, quatrième sortie de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Depuis les studios de Swag Radio avec Carlit Torelas, Swag Radio Énergie, le flow, l'attitude. Une journée sous haute tension à travers le monde, crise, décision majeure, rebondissement inattendu. Vous êtes sur Swag Radio, bienvenue dans le grand journal. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que le Liban n'est pas inclus dans l'accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran et s'est engagé à poursuivre les frappes contre le Hezbollah. Le vice-président américain J.D. Vance a fait écho à cette affirmation en déclarant que Washington n'avait pas accepté que le cessez-le-feu s'étende au Liban. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Concernant les frappes au Liban, peu après, le ministère de la Défense a publié un communiqué indiquant qu'il s'agissait de la riposte la plus violente depuis l'attaque des beepers de septembre 2024, avant de mener des frappes sur 100 cibles en l'espace de 10 minutes. Et nous avons entendu du Liban l'ampleur des destructions sur place. Israël affirme haut et fort que le cessez-le-feu n'inclut pas le Liban, point final. C'est ce qu'a réitéré le Premier ministre Netanyahou dans une déclaration peu après l'annonce du cessez-le-feu, et Israël dit que la guerre au Liban va continuer à plein régime, et les événements que nous avons vus sur place prouvent que cela va être le cas. Nous avons vu au cours de la dernière heure des sirènes et quelques incidents mineurs dans les communautés, rien de très grave pour l'instant, bien qu'il soit largement admis que le Hezbollah riposterait avec une force bien plus grande en raison de cette attaque, et on parle aussi de l'Iran qui ouvrirait le feu sur Israël en réponse aux attaques au Liban. Sur la question de savoir si le cessez-le-feu comprend le Liban ou non, selon Israël, la réponse est absolument non. Les frappes au Liban vont se poursuivre. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz en réponse aux frappes sur le Liban. Selon les médias d'État, l'armée israélienne a qualifié cette opération de plus grande frappe coordonnée de la guerre actuelle, frappant plus de 100 cibles du Hezbollah en l'espace de 10 minutes à Beyrouth, au sud Liban, et dans l'est de la vallée de la Bekaa. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Quelques heures après avoir annoncé la signature d'un cessez-le-feu avec les États-Unis, l'Iran aurait fermé le détroit d'Ormuz. Une décision qui aurait été prise en réponse aux bombardements israéliens au Liban qui ont fait au moins 254 morts et plus de 1100 blessés selon les autorités libanaises. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a démenti ces informations, assurant que toute fermeture était totalement inacceptable. Elle a également indiqué que le président Donald Trump souhaite que le détroit d'Ormuz soit accessible aux pétroliers sans aucune restriction. I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. L'un des points majeurs de l'accord de cessez-le-feu de 2 semaines était que l'Iran autoriserait la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz afin de mettre un terme aux perturbations des flux de pétrole et de gaz qui ont fait flamber les prix dans le monde entier ces dernières semaines. Cependant, des observateurs redoutent que cet accord précaire ne légitime le dispositif de péage mis en place par Téhéran, ce qui pourrait ainsi menacer des décennies de droit international qui garantit le libre passage dans cette voie navigable stratégique. La tension reste vive au Moyen-Orient malgré la conclusion de l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. La situation est particulièrement critique au Liban, où Israël a mené son attaque la plus sanglante depuis le début de la guerre, qui a déjà fait plus de 250 morts. Le récit est signé Radio-Canada dans ce grand journal. Il a plu la mort sur Beyrouth et le Liban aujourd'hui. En quelques minutes, les missiles et les bombes de l'armée israélienne ont transformé l'horizon en sombre tableau et les quartiers de la capitale en tombeaux pour les habitants. Ici, dans le quartier mixte de Corniche El Mazra, les missiles se sont abattus sans que les habitants n'aient été prévenus de s'éloigner. Le premier missile, la terre a tremblé, dit Walid. Ensuite, le deuxième, le troisième et le quatrième. Je me suis enfuie et j'ai couru vers ma mère. Je suis allée chez elle et je l'ai retrouvée en train de pleurer.
Je ne savais plus quoi faire, avoue sa mère. Que Dieu ne vous montre jamais la peur que nous avons vécue. Un choc d'autant plus brutal que les Libanais croyaient que la trêve entre les États-Unis, Israël et l'Iran visait aussi la guerre entre le Hezbollah et Israël. Rarida s'est réfugiée à Beyrouth au début de la guerre. Elle planifiait rentrer chez elle. Nous pensions qu'il n'y avait plus de guerre, qu'Israël avait accepté cette décision, dit-elle, mais nous avons compris qu'il n'avait pas accepté le cessez-le-feu. Dans les rues, à travers les odeurs de fumée, on sent la panique, mais aussi la colère. Un missile a frappé à côté de chez Naïm. Il en veut au Hezbollah. 100% Hezbollah, 100%. So we have Lebanese army, we have special forces. So now we are belong to Lebanese army and special forces. We don't want Hezbollah to defense for us. I'm asking for the government to make a deal with Israel. Enough is enough. Le Hezbollah, qui n'avait plus revendiqué de frappe contre Israël depuis la nuit, s'est dit en droit de riposter aux frappes sanglantes. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, affirme que les frappes massives concertées visaient des centaines de membres du Hezbollah. Nous avons averti Naïm Kassem que le Hezbollah paierait un prix très lourd pour avoir attaqué Israël. Nous avons mis en œuvre une nouvelle étape de cette promesse. Et c'est bien ce qui fait peur ici, alors que les secouristes cherchent toujours des victimes dans les décombres, que la guerre s'intensifie. Désarmer le Hezbollah reste un objectif majeur, affirmait le porte-parole de l'armée israélienne, disant du même souffle que la partie du Liban au sud du fleuve Litani est maintenant complètement coupée du reste du pays. Le bilan est déjà catastrophique, mais inévitablement, il va augmenter. Vous voyez ici le quartier où les missiles ont frappé, par exemple. Ce sont des habitations très proches l'une de l'autre et c'est impossible de savoir combien de gens étaient à la maison au moment où Beyrouth a été frappée. Les frappes israéliennes et les secours se sont poursuivis dans la soirée à Beyrouth. Il a encore fallu creuser tout en éteignant les flammes pour arriver à extirper les blessés, qu'on n'arrive toujours pas à sortir de la guerre. Et on vous retrouve ce soir, Marie-Ève. Les Libanais doivent avoir le sentiment d'être un peu sacrifiés dans tout ce processus. Laissés pour compte, abandonnés en quelque sorte. On l'a vu dans le reportage, il y a des gens qui croyaient pouvoir rentrer à la maison, se cesser le feu. Beaucoup de Libanais avaient compris qu'il s'appliquait ici. Ça a été une déception amère. Il y a le choc, mais il y a aussi cette espèce de désespoir de ne pas savoir à qui on peut s'adresser. Vous l'entendez, il y a des gens qui demandent au gouvernement libanais d'ignorer les objections du Hezbollah et de négocier directement une trêve, un cessez-le-feu, une paix durable avec le gouvernement israélien. On y croit. On entend de plus en plus de gens ici qui sont en colère, mais ça ne règle pas tout parce qu'il y a cette absence de confiance aussi auprès d'une majorité de Libanais envers ces ententes qui pourraient être négociées avec le gouvernement israélien. Ils ont annoncé vouloir s'emparer d'une bonne partie du territoire. D'ailleurs, avec cette coupure maintenant des routes vers le sud du pays, ça met en danger la population qui est restée derrière. On ne sait pas, Céline, combien de Libanais exactement restent toujours au sud du Liban. La dernière fois que je parlais avec des autorités, on disait environ 150 000. Évidemment, ce ne sont pas que des combattants du Hezbollah. Il y a beaucoup de familles qui sont là et qui aujourd'hui se retrouvent dans une position particulièrement difficile, bombardées, mais aussi sans accès à de l'aide pour tenir bon. Voilà. Merci, Marie-Ève. Soyez prudente. Au revoir. Accord fragile entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord sur cessez-le-feu de 2 semaines. En échange de la réouverture du détroit d'Ormuz, des négociations de paix auront lieu au Pakistan ce vendredi. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Quelques heures de répit dans les rues du Qatar ou de Bahreïn. Les habitants des pays du Golfe ont pu savourer aujourd'hui ces instants de calme retrouvés. Comme vous le voyez, tout va bien, tout est calme. Vous pouvez le voir autour de moi, tout est revenu à la normale, les gens peuvent sortir. Des tirs iraniens sporadiques ont tout de même été signalés sur plusieurs pays de la région, preuve que ce cessez-le-feu reste fragile. Hier soir, le Moyen-Orient était pourtant au bord d'une nouvelle escalade majeure. L'armée américaine en alerte
prête à mener des frappes massives sur l'Iran à la demande de Donald Trump. Mais à 88 minutes de l'expiration de son ultimatum, le président américain depuis la Maison-Blanche annonce un accord. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de 2 semaines. Il s'agit d'un cessez-le-feu réciproque. Donald Trump revendique aussitôt un succès total pour l'Amérique. Mais à Téhéran, le régime iranien diffuse ces scènes de liesse et s'attribue également la victoire. Chaque camp dit avoir gagné. Pourtant, la confusion règne ce soir sur les bases de l'accord. Il inclut bien 2 semaines de cessez-le-feu, la réouverture du détroit d'Ormuz et la tenue de pourparlers en vue d'un accord définitif. Mais les versions à Téhéran et Washington diffèrent sur de nombreux points, en particulier le sort des stocks d'uranium déjà enrichis par l'Iran. Les Américains veulent les récupérer. On surveille l'uranium, on sait ce qu'ils ont. Ils nous le donneront et nous l'emmèneront. Et s'il le faut, nous emploierons tous les moyens nécessaires pour le prendre. Des négociations directes sont programmées à partir de vendredi au Pakistan, qui joue les médiateurs dans ce dossier. Le vice-président J.D. Vance se rendra sur place, chargé des négociations côté américain, dit ce soir la Maison-Blanche. L'urgence d'une désescalade côté américain comme côté iranien a permis ce cessez-le-feu. Mais les positions semblent ce soir toujours trop éloignées pour espérer une résolution rapide et durable de ce conflit. Des responsables des Nations Unies ont condamné l'attaque israélienne contre le Liban. Ils avertissent que cela exerce une pression supplémentaire sur la situation humanitaire déjà fragile au Liban. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Les Nations Unies condamnent fermement les frappes israéliennes sur l'ensemble du Liban qui ont fait de nombreuses victimes civiles. L'ONU condamne fermement la perte des vies civiles. Nous continuons d'appeler toutes les parties à recourir aux voies diplomatiques, à cesser les hostilités et à réaffirmer leur engagement en faveur de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, déclare que l'ampleur des tueries et des destructions au Liban aujourd'hui est tout simplement horrible. Un tel carnage, quelques heures après l'accord de cessez-le-feu conclu avec l'Iran, défie l'entendement. Il exerce une pression énorme sur une paix fragile dont les civils ont désespérément besoin. On fait état de nombreuses victimes et les hôpitaux sont débordés. Nos chefs pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Alexa Open, Swag Radio, écoutez Swag Radio. 24 heures sur 24. Les infos 5 sur sa bavure, c'est l'affaire de P-News. P-News, votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne. The place to be, les gens réclament à Croix-à-Cri, Brothers Café Créole, au 299 Main Street Everett, chiffré le 617. 294 1425 The Place to Be, Brothers Café Créole. Parlons de l'état santé du président américain Donald Trump. Les élus démocrates s'inquiètent pour la santé mentale du président. Écoutons le détail sur BFM TV dans ce grand journal. Focus sur la santé mentale de Donald Trump. Beaucoup d'articles dans la presse européenne pour en parler, pour dire que ça commence à être un problème. Est-ce que ça devient un sujet politique aux États-Unis ? Oui, ça commence à le devenir, surtout pour les élus démocrates. Il y a des dizaines d'élus démocrates qui s'inquiètent de la santé mentale de Donald Trump. C'est assez ironique d'ailleurs pour le président qui s'était tant moqué de la santé mentale de Joe Biden, qui était dans une folie sénile selon lui. Il y a aujourd'hui au moins 85 élus démocrates qui envisagent d'utiliser le 25e amendement pour destituer Donald Trump. Alors ce 25e amendement, c'est une disposition de la Constitution américaine qui prévoit la possibilité de destituer un président incapable d'exercer ses fonctions ou qui refuse de les exercer. Donc pour les démocrates, ça y est, c'est le moment d'activer cette disposition. C'est ce que dit J.B. Pritzker, qui est le gouverneur de l'Illinois et potentiel candidat à la Maison-Blanche. Il écrit sur X que Donald Trump est un fou dément qui menace d'anéantir
tout un pays. Donc ça y est, il est grand temps d'invoquer le 25e amendement. D'ailleurs, cet amendement n'a jamais été utilisé dans l'histoire des États-Unis parce qu'en réalité, il est très difficile à appliquer. Pour qu'il soit applicable, il faudrait que le vice-président, avec la majorité des responsables des départements exécutifs, donc l'équivalent de nos ministères, déclare le président inapte à exercer ses fonctions. Donc il faut en gros une mutinerie. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Au contraire, aucun membre de l'administration Trump n'a exprimé son soutien à cette hypothèse de destitution. Donc c'est sans doute par ailleurs la preuve que la stratégie de Donald Trump, qui ne s'entoure que d'ultra-fidèles, fonctionne. Oui, mais alors, est-ce qu'il a changé dernièrement pour qu'on dise qu'il y ait quelque chose qui se soit passé sur sa santé mentale? Alors, les experts disent qu'il semble un peu plus déséquilibré qu'auparavant. C'est l'avis de Peter Lodge, qui est le directeur de l'école de médias de l'université George Washington. Et c'est vrai que même pour les standards de Donald Trump, qui nous a quand même habitués à un langage assez cru, assez grossier, assez agressif, c'est vrai que ces derniers messages publiés sur les réseaux sociaux ont été particulièrement violent. Ce message très très grossier qu'il a publié dimanche matin sur la réouverture du détroit d'Ormuz avec des menaces en traitant les Iraniens de bandes de cinglés. Quelques heures après, il menaçait d'anéantir toute une civilisation sans aucune crainte ni aucun regret relatif aux crimes de guerre. Bref, c'est vrai qu'on a franchi un peu un cran dans la surenchère dans les mots de Donald Trump. Et chez les MAGA, est-ce que ça a choqué ? Oui, ça commence à choquer les MAGA. Alors justement, pas son administration, mais la base MAGA. Ces MAGA purs qui sont déjà un peu frileux sur ce conflit, si éloignés de la philosophie d'America First. À commencer par Marjorie Taylor Greene. Vous vous rappelez, c'est une MAGA pur jus, on peut dire. C'est une ancienne membre du Congrès, une ancienne fidèle de Donald Trump. Elle a publié sur X un message. Ils sont fâchés quand même avec Marjorie Taylor Greene. Ils sont très fâchés, effectivement. Et elle a publié sur X un message dans lequel elle dit qu'on ne peut pas anéantir une civilisation entière, que c'est un acte maléfique et insensé. Donc elle aussi, elle demande l'application du 25e amendement. Oui, effectivement, ils sont fâchés depuis quelque temps avec Donald Trump, mais là, elle demande quand même sa destitution. Elle passe un cran, elle va encore un peu plus loin. Et pas de une du Wall Street Journal sur la santé mentale de Donald Trump quand même. Pas pour l'instant, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir plusieurs articles sur les médias américains, si vous les lisez ce matin, avec beaucoup de mots qui parlent de démocrates qui demandent de plus en plus la destitution avec le 25e amendement. Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Focus sur Une délégation iranienne arrivera au Pakistan jeudi 9 avril au soir pour des pourparlers avec les États-Unis, a affirmé l'ambassadeur d'Iran au Pakistan, Reza Amiri Moghadam, malgré le scepticisme de l'opinion publique iranienne à raison des violations répétées du cessez-le-feu par le régime israélien visant à saboter l'initiative diplomatique. La délégation iranienne arrive ce soir à Islamabad à l'invitation de l'honorable Premier ministre Shehbaz Sharif pour des pourparlers sérieux basés sur les 10 points proposés par l'Iran, a-t-il indiqué sur la plateforme X. Le reportage signé France 24 dans ce grand journal. Le Premier ministre pakistanais célébré par son gouvernement. Shehbaz Sharif s'est imposé comme le médiateur clé de la trêve entre Téhéran et Washington. Ce cessez-le-feu est une première étape. Notre véritable objectif est une paix durable. À mon invitation, vendredi, une délégation américaine se rendra au Pakistan. Une délégation iranienne viendra aussi. Rare État à entretenir de bonnes relations à la fois avec l'Iran, son voisin, et les États-Unis, le Pakistan joue depuis des semaines les intermédiaires entre belligérants. Le pouvoir a développé une proximité avec Donald Trump et son entourage, notamment son émissaire Steve Witkoff, qui a des relations d'affaires au Pakistan. Côté iranien, le Pakistan, qui compte la deuxième plus importante communauté chiite au monde après l'Iran, présente l'avantage de ne pas abriter de base militaire américaine. Proche d'un autre acteur régional de poids, l'Arabie Saoudite, le Pakistan entretient aussi des liens étroits avec la Chine, qui aurait, selon Donald Trump, incité l'Iran à accepter une trêve. Plusieurs parties prenantes se sont impliquées. Le Pakistan fait partie des principaux facilitateurs. La Turquie, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine ont aussi joué un rôle important. Tous ces pays ont joué un rôle positif. Malgré ces efforts, la trêve paraît de plus en plus fragile. Mercredi soir, le président du Parlement iranien a qualifié de déraisonnable le cessez-le-feu et des négociations avec les États-Unis. Le Premier ministre...
La guerre au Moyen-Orient, nous irons à Madagascar. Madagascar décrète l'état d'urgence énergétique. La flambée des tensions au Moyen-Orient commence à produire des effets bien au-delà de la région, à des milliers de kilomètres des zones de conflit. Madagascar se retrouve confronté à une crise énergétique majeure, poussant les autorités à décréter un état d'urgence énergétique afin de faire face à une situation jugée critique. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Les autorités de Madagascar ont décrété l'état d'urgence énergétique face à la crise engendrée dans le pays par la guerre au Moyen-Orient. Le chef de l'État malgache a signé cette semaine le décret relatif à cette décision exceptionnelle et inédite pour une durée de 15 jours renouvelable. C'était à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Le colonel Michael Randrianirina justifie la mesure dans un communiqué par une crise profonde liée au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en énergie à travers le pays. Le décret autorise désormais les pouvoirs publics à prendre des mesures d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement, en réquisitionnant notamment les stocks et en suspendant les cas échéants le mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe. Un peu plus tôt dans la semaine, d'autres pays africains ont pris des mesures similaires afin de parer à toute perturbation liée à la crise des hydrocarbures dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Nous irons en Haïti dans ce grand journal dans une démarche visant à renforcer le développement du football national. Le Premier ministre haïtien Alix Fizeme a procédé à la remise officielle de 2 chèques à la Fédération haïtienne de football. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour soutenir la préparation des différentes sélections nationales en vue des compétitions à venir. Écoutons les détails dans ce grand journal. Mille merci. Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le recteur de l'Université d'État, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la Police nationale, Monsieur le commandant-chef et assistant des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chère Madame la Présidente du Comité national de normalisation de la Fédération haïtienne de football, distingués joueurs et joueuses, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un peu d'émotion nationale pour nous bailler jeunesse la plus espoir. Dans le geste, ça, pas seulement l'argent lié, c'est la foi. Nous mettons dans le grenadier, nous. C'est confiance, nous mettons dans la jeunesse là. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Nous irons à Pétionville, la mairie de Pétionville, en collaboration avec le Service national de gestion des résidus solides, FNGRS, a officiellement lancé une vaste opération de nettoyage baptisée Allo Salope, visant à lutter contre l'insalubrité et à restaurer l'image de la commune. Écoutons les détails dans ce grand journal signé Téléguina. Depuis ces bagages pour nous récupérer et Pétionville, pour mettre Pétionville sur rail, c'est ça qu'on a fait là. Tout côté Pétionville, pas qu'à tourner marché. Et tout le message à tout le monde. Quel que soit le monde ou bien machine qui est dans la rue, au monde qui vient toucher la mer, les barres voler les hauts, mais il ne va pas mettre personne pour toucher la même monde dans la rue parce qu'il va lever tout le monde net qui est dans la rue. Il y a des gens qui déjà appelé Saoudia là, il y a
un citoyen qui passe pour un cop dans main et il montre magistrat adjoint en papier que M. Bayo qui a signature mairie qui sont qu'a dit. Bon, ça sont bagaille pour mal régler interne avec magistrat. Pas qu'à venir dire magistrat fait tel bagaille, mais comment ça? Si magistrat fait un bagaille, c'est magistrat fait pas gain pour mal dire que magistrat si on papier à chaque fois si on papier. Pour machine à parler pour moi pour m'évaluer les problèmes moi qui ça parce que c'est une condition qu'a privilégié. C'est trois monde qui mettent tête ensemble, nous mettons tête ensemble pour nous gérer bien. La seule chose qui me dit nous que quel que soit monde qui vient toucher la même monde dans la rue, n'a pas arrêté parce que pas le monde est dans la rue, pas mettre aucun monde qui toucher la même monde dans la rue. Demandez mon yo pour te nous la rue. Vous te dire la rue c'est pour piéton et pour machine ni. Trottoir pour piéton marcher pour machine. Vous te dire pour aller dans machine rien. Mais ça en pile dans machine yo dit ça yo dit qui papier la mairie qui ba au permis pour rester sur trottoir. C'est papier où est la mairie bail là la mairie sienne. Ba ba machine autorisation pour chez là sur trottoir. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 9 avril 2026. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Jeudi 9 avril à Boston, attendez-vous à une journée ensoleillée et agréable. Les températures varieront entre un minimum de 32 degrés Fahrenheit le matin et un maximum de 54 degrés Fahrenheit. L'après-midi, avec une humidité faible, 51% et un vent du sud atteignant 13 miles par heure. Le ciel restera dégagé toute la journée. Principalement soleil clair, température maximale de 54 degrés Fahrenheit, 32 degrés Fahrenheit minimal. Risque nul de neige ou de pluie. Alors pour ce jeudi 9 avril 2026. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi avant pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis le studio de Swag Radio dans la capitale et grande école du monde. Alexa, Open Swag Radio, Swag Radio l'énergie, le flow, l'attitude. Écoutez-nous 24 heures sur 24. Live Info, Soccer sur Sobaveur, P-News, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook, votre référence en matière d'info. Borders Café Créole fait la bonne cuisine, je vous le dis tous les jours. Allez, au 299 Main Street, Everett, chiffré le 677 214 14 25. Pendant ce café créole, le place to be. Joyeux jeudi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.